Nous reprenons le fil de nos conférences de l'après-midi autour des innovations en circuit court. Nous avons vu précédemment l'expérience menée par l'association En Direct de nos fermes avec des distributeurs automatiques. Nous avons parlé également Drive Fermier et en particulier tout ce qui est autour du e-commerce et de l'approche possible pour des agriculteurs. Maintenant, pour compléter les interventions, je vous propose une table ronde avec quelques témoignages de différents projets qui ont lieu dans la région. Donc, autour de cette table ronde, nous avons André Bernard, président de la Chambre régionale d'agriculture région Sud, ou PACA, Grégory Galtier de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, Catherine Abbas devait être là, qui est maraîchère et présidente des couleurs paysannes et qui s'excuse et qui au dernier moment n'a pas pu venir. Donc, on essayera de toucher deux mots quand même des projets magasins dont elle était un petit peu la représentante. On retrouve Hervé Larguier, qui est toujours arboriculteur à Cavaillon et toujours membre d'En Direct de nos fermes. Laurent Noé, responsable communication de Vinci Autoroute. Anne Pitt, qui était à distance, donc je crois que là, elle est en ligne, elle nous suit via la chaîne YouTube. Pauline Ricard du conseil départemental du Vaucluse, Guillaume Sinard qui est de la chambre d'agriculture de Vaucluse aussi, André Seri qui est donc le président de Bienvenue à la ferme, vice-président de la chambre d'agriculture, et Michel Thor qui est producteur des fruits à Sarrian, président de l'association En Direct de nos fermes. Alors l'ordre, j'ai juste mis dans l'ordre alphabétique. Hein, il n'y avait pas d'ordre particulier, j'ai juste choisi l'ordre alphabétique pour que tout le monde soit content. Et j'animerai avec Olivier Goer cette table ronde. Je lancerai les interventions et Olivier Goer nous fera part des questions que vous pouvez noter sur le chat. Donc n'hésitez pas à laisser des questions, on les relaiera en direct. Et voilà, donc la table ronde, nous essaierons d'aborder tous les aspects. Donc, pour commencer, donc, Catherine Abbas devait être là pour nous parler des marchés, des magasins de producteurs qui sont à Valençol, Venelle et Manosque, qui sont sous forme coopérative. Et c'était un petit peu la nouveauté. C'est la coopération pour la vente directe et qui connaît un grand développement. Bon, on ne va pas en dire plus. Peut-être qu'elle est en ligne et qu'elle nous posera des questions ou en tout cas se manifestera. Mais voilà, je l'excuse, elle n'a pas pu être là. Nous avons vu En Direct de nos fermes, donc ceux qui n'étaient pas là à 14h, n'hésitez pas à regarder le replay, mais nous avons abordé tous les aspects de cette association qui gère des distributeurs et qui approvisionne la restauration collective. On aura l'occasion d'en reparler. On a également parlé des drives fermiers, en particulier ceux du Vaucluse. Là, pour prolonger et pour proposer une voie de diversification aux agriculteurs qui nous regardent et à tous les agriculteurs en général, j'ai voulu qu'on reparle de restauration collective. Parce que avec l'évolution des demandes, eh bien, on se rend compte qu'il y a un vrai marché autour des restaurations collectives, en particulier depuis la loi Egalim. Mais je vais laisser plutôt que d'en parler moi-même, je vais laisser plutôt des témoins en parler. Et le premier, je vais ressolliciter Hervé Larguier, qui, depuis 2014, est sur la plateforme AgriLocal. C'est aussi notre agriculteur de référence, parce qu'il était là depuis le départ sur nos plateformes, et dès qu'on a commencé à travailler avec les collèges et les restaurations collectives. Et il a su s'adapter. Et j'ai mis en titre de son intervention « Vendre cantine, c'est possible », parce que c'est pas si évident et que ça peut faire peur à certains, mais que lui s'y est lancé. Hervé? Oui, merci Céline. Je vais essayer de ne pas être trop long non plus. Donc, la Restoco, c'est possible, vendre aux cantines. Alors, oui, c'est possible, mais bon, il faut travailler. C'est vrai que depuis 2014, c'est pas Pauline à côté de moi qui va me démentir, mais on s'y est collé. Au départ, il a même fallu convaincre les responsables, les gestionnaires que c'était possible, parce que certains se demandaient comment on allait faire. Et je me rappelle être allé, je crois, au moins 2 fois, donc présenter mon exploitation au niveau du département avec une dizaine de gestionnaires à chaque fois. Donc le projet depuis 2014, ça fait 6 ans. Toutes les années, on progresse un peu.
c'est vrai qu'il faut l'aborder sous un certain angle. On ne vend pas des volumes conséquents, mais par contre, il y a de la restauration collective tout autour de nous. Donc après, il faut aller chercher ben, les gens, leur apporter un service. Alors c'est vrai que je reviens là-dessus aussi, nous, on a la chance d'avoir une production où l'on cueille et où on stocke, et après c'est un déstockage. Donc c'est plus facile que quand on a une production par exemple de légumes où il va falloir planter la bonne quantité, où on va être plus tributaire de la météo pour les cueillettes, la fraîcheur du produit, et quand même plus de risques quand vous produisez des salades que quand vous produisez des pommes. Donc voilà, au niveau de l'exploitation, on a commencé tout petit. On a commencé par livrer les collèges autour de Cavaillon. Après, on est allé un peu plus loin, on s'est organisé. Et aujourd'hui, on arrive à faire en moyenne 2 tournées par semaine. Donc, on s'est fixé une règle, c'est-à-dire on va livrer jusqu'à 50 km autour de l'exploitation pour pas non plus sortir, on va dire, puisque dans l'agri-local, il y a le local. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le but pour nous, c'est pas d'aller livrer au-delà de 50 km, puisque je pense que dans un autre périmètre et à 50 km de l'exploitation, il doit y avoir une autre exploitation qui, elle, est à côté de la structure collective à livrer et qui doit avoir la main pour livrer. Voilà, le but, c'est pas de livrer de partout. Par contre, c'est de s'adapter et d'apporter un service. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand au niveau des restaurations collectives, surtout les cantines scolaires, les coûts sont vraiment serrés. Pour mémoire, pour acheter les denrées alimentaires, c'est 2 euros ou 2,60 € par repas pour les enfants. Donc c'est vrai que c'est important pour eux d'avoir la bonne quantité de produits. Par exemple, quand on livre les pommes, si c'est une restauration collective où il y a 500 gamins qui mangent le mercredi, c'est pas le bon jour, le mardi à midi, il nous faut être performant, il nous faut livrer 500 fruits de même grosseur. Et il ne faut pas en livrer 550 ou 450. Donc, ça nécessite aussi de notre part faut être plus pointu, plus précis, plus professionnel. Mais c'est vrai que de notre côté, quand on apporte ce service, on peut aussi appliquer un prix un peu plus rémunérateur. Et après, tout à l'heure, on a montré une partie du film, mais le film, il était plus large sur mon exploitation. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je disais que la gratification, c'est le retour des clients quand ils nous disent que les produits sont de qualité, qu'ils se sont régalés. Et là, c'est pareil, quoi. Quand on va, comme ça nous est arrivé dans les écoles, pour faire la promotion du site agri-local, quand on voit que les gamins nous font voir les fruits et nous disent qu'ils se sont régalés en les mangeant, je pense que c'est là aussi qu'on est récompensé. Je te redonne la parole, Céline. Je crois aussi, Hervé, que tu nous avais dit que l'intérêt pour toi de travailler sur l'agri-local et avec la restauration scolaire, c'était de passer tes petites pommes qui n'étaient pas forcément vendues sur tes circuits habituels dans les marchés, mais qui par contre font le bonheur de la restauration collective. C'est vrai qu'effectivement, même si on a la chance d'avoir une production qui est stockable, et c'est plus facile, on va dire, pour la mettre en marché, on n'a pas une production industrielle et la nature, elle ne nous fait pas des pommes toutes de la même grosseur. Donc, on était déjà présent sur les marchés locaux avec une clientèle, on va dire, d'un certain âge qui a le temps d'aller faire le marché et surtout qui consommait des fruits plus gros. Et c'est vrai que la restauration collective, notamment les enfants, alors on a toujours été sensibles, nous aussi, au gaspillage, puisque, bon, dans l'agriculture, c'est vrai qu'on essaie de faire feu de tout bois et de limiter le gaspillage au maximum. Et quand les gestionnaires, dans les premières réunions qu'on faisait, nous disaient, mais il faut nous livrer des fruits adaptés, c'est pour éviter ce gaspillage-là, gaspillage financier, mais gaspillage aussi alimentaire. Donc, ça nous permet d'écouler les fruits qui sont d'un calibre plus petit. On va dire, c'est du gagnant-gagnant.
Je vais reprendre la parole pour présenter Pauline Ricard, à qui j'ai demandé d'intervenir aujourd'hui. Vous êtes en charge pour le département de l'animation de la plateforme virtuelle AgriLocal 84. Et pouvez-vous nous en dire un petit peu plus pour tout le monde? Et puis surtout, pour vous, est-ce que les restaurations collectives sont vraiment des clients d'avenir? Est-ce qu'il y a encore de la marge? Et si oui, comment connaître les besoins de cette restauration collective? Alors, ok, je vais répondre à toutes ces questions. Céline, merci de me laisser la parole. Donc, effectivement, j'anime la plateforme AgriLocal pour le département de Vaucluse. Donc, cette plateforme, c'est une plateforme de mise en relation, vous l'avez compris, entre les agriculteurs et les cantines scolaires. C'est une plateforme qui est gratuite et pour l'agriculteur et pour l'acheteur. Donc, ça permet une dématérialisation des marchés publics qui ne sont pas d'habitude trop connus par les agriculteurs et qui, en général, sont très compliqués pour répondre. Sur AgriLocal, c'est beaucoup plus facile et ça permet justement que les agriculteurs se saisissent de ce marché-là. Donc, cette plateforme a été mise en service dans le département depuis déjà 6 ans. Donc, elle progresse d'année en année. On le voit avec les chiffres clés, puisque aujourd'hui, on a 91 acheteurs en Vaucluse qui utilisent la plateforme AgriLocal. Et on a plus de 210 fournisseurs. Alors, fournisseurs qui sont aussi bien des agriculteurs, donc pour la majorité, mais aussi des artisans, des commerçants du département et d'ailleurs, puisque la plateforme se situe un peu partout en France, puisque AgriLocal, c'est un réseau national et c'est un réseau qui est présent dans 34 départements, dont nos voisins, je regarde Grégory, dans nos voisins bucco-rhodaniens et nos voisins aussi de la Drôme. Donc c'est pour ça que les agriculteurs peuvent répondre aussi, même les agriculteurs de Vaucluse peuvent répondre sur les plateformes AgriLocal 13 et AgriLocal 26. Alors, pourquoi je pense que la Restauco sont des clients d'avenir pour les agriculteurs? Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, Céline, il me semble, et Georgia Lambertin, la présidente de la Chambre d'agriculture de Vaucluse, l'a dit aussi dans le petit film qu'on a vu sur En direct de nos fermes. Il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi Egalim, qui a été votée en 2018 et qui oblige les restaurations collectives à s'approvisionner avec 50% de produits bio, sous SICO ou sous label environnemental, tel que le HVE par exemple. Donc aujourd'hui, les cantines, elles s'intéressent de plus en plus à cet approvisionnement local de qualité. Et c'est pour ça qu'elles ont recours à AgriLocal et qu'elles souscrivent à notre accompagnement. Donc c'est pour ça que je pense que les agriculteurs ont tout intérêt de se regrouper comme En direct de nos fermes, par exemple, pour répondre aux demandes qui seront de plus en plus intensives sur la restauration collective. Comment connaître les besoins de la restauration collective? C'est ce que tu me demandais, Céline. Eh ben, c'est simple. Il suffit de s'inscrire avec son adresse mail et un numéro SIRET de son entreprise sur la plateforme AgriLocal. Je le rappelle encore, c'est gratuit. Donc, on rentre ces produits pour que la plateforme identifie bien les productions que vous avez. Et c'est la plateforme qui vous contactera dès qu'une demande sera faite sur vos produits. Alors, je pense, Hervé, que tu reçois régulièrement des petits mails et des petits textos de la plateforme AgriLocal. Et donc, tu t'empresses d'y répondre le soir quand tu rentres de tes terres. Pour vous accompagner aussi, la Chambre d'agriculture a mis en place une formation qui vous accompagne sur l'inscription AgriLocal et qui vous explique comment fonctionne la plateforme. Céline, ici présente, est aussi là pour vous accompagner, voilà, pour vous expliquer et pour peut-être mieux vous faire connaître le marché de la restauration collective que vous n'avez pas forcément l'habitude voilà, de travailler. J'ai fini. Oui, donc je vais compléter. En effet, au niveau de la Chambre d'agriculture du Vaucluse, je suis en charge à la demande du département de l'animation du réseau des fournisseurs et en particulier des agriculteurs. Donc sur les 210 fournisseurs qui sont référencés, il y en a 170 qui sont des exploitations agricoles en capacité de répondre aux demandes des restaurations collectives. Donc en effet, si quelqu'un veut s'inscrire sur la plateforme et rencontre des difficultés, il n'y a pas de souci, je suis joignable. Mais au-delà du département du Vaucluse, il y a aussi
d'autres départements qui sont rentrés dedans, qui sont rentrés dans la grille locale et dans cette réflexion autour de la restauration collective. Donc il y a les Bouches-du-Rhône et il y a également d'autres groupes qu'en direct de nos fermes qui se sont constitués pour faire des plateformes physiques d'approvisionnement de la restauration collective. Et c'est vous, Grégory Galtier, qui êtes en charge du réseau régional des plateformes pour la restauration collective. Pouvez-vous nous dire combien il en existe dans la région et que pouvez-vous nous dire de ce marché au niveau régional? Est-ce que c'est une opportunité pour les producteurs de toute la région? Alors, il en existe 6. On les avait sous les yeux. Alors, c'est important parce que tout à l'heure, on se préoccupait de le sourcing pour les consommateurs directs. Ben là, c'est le sourcing pour les collectivités, des collèges, des lycées, des cuisines centrales qui cherchent à se rapprocher des agriculteurs, des plateformes qui sont organisées pour répondre à des marchés publics, pour répondre à des problèmes logistiques. Ça a été évoqué lors de la vidéo. C'est vrai que c'est des problématiques de tous les jours pour l'agriculteur en lui-même, donc essayer de mutualiser ses transports. Et là, les plateformes sont là pour répondre. Alors, ces 6 plateformes, elles ont la particularité de s'organiser un peu entre elles, c'est-à-dire qu'il y a une charte éthique qui a été signée par les 6 plateformes. Et le but de cette charte, c'est de travailler un produit identique, donc des produits locaux de la région, sous signe de qualité. Donc il y a un engagement aussi et de bon respect de concurrence entre les plateformes. Donc c'est important parce que dans le cadre d'un observatoire des circuits courts, on s'est aperçu qu'il y avait des produits d'un département qui descendaient dans un autre. Et à proximité, on avait quand même des producteurs qui étaient en demande. Donc essayer de rationaliser un maximum les transports. Et ces plateformes-là ont la chance de travailler ensemble, d'échanger des produits un peu atypiques. Mais par exemple, du riz, il y en a dans les Bouches-du-Rhône. Donc on essaye de livrer un peu toute la région. Et indirectement sur d'autres produits comme les alpins qui sont plutôt bons sur des produits laitiers et carnés. Et nous, dans les Bouches-du-Rhône, on en a beaucoup moins, en tout cas moins disponibles. Donc voilà l'atout de ces plateformes-là qui sont à votre disposition. Et je crois qu'il y a une slide avec les coordonnées. Ouais. Bon, il y a un petit souci, donc il n'y a pas la slide avec les coordonnées, mais nous les remettrons sur le site. Je vais enlever mon masque. Donc nous avons fait un petit peu le tour pour vous donner un petit panorama sur la restauration collective. Il y a peut-être des questions. Je laisse la parole à Olivier Gower. Oui, donc le sujet de l'atelier, c'est les nouvelles opportunités en circuit court pour les agriculteurs. Donc j'ai entendu au travers des propos que plus que des opportunités, une nouvelle filière est née pour l'approvisionnement de la restauration collective avec différents acteurs, des acteurs au niveau évidemment de la production qui sont obligés de s'organiser au travers de plateformes pour livrer. Le département qui est un acteur important évidemment pour ces restaurations collectives, mais aussi en termes de facilitation de la relation entre les producteurs et les restaurations collectives. Et puis les restaurations collectives qui sont en bout de chaîne, enfin en tout cas juste avant les usagers de la restauration collective. Donc véritable filière, j'entends aussi au travers de ce qui a été dit, un besoin du coup de se professionnaliser au niveau de chaque étape, et notamment Monsieur Hervé Larguier, au travers de vos propos, vous avez dit il faut travailler pour travailler avec la restauration collective. Donc j'imagine que vous travaillez peut-être pas beaucoup avant, ou plus sérieusement, est-ce que j'avais une question à vous poser par rapport à tout ce que vous nous aviez décrit en termes d'organisation à mettre en place, de sélection des produits adaptés à la restauration collective, est-ce que c'est une activité qui est économiquement rentable pour un agriculteur? Alors, pour répondre à la question, moi d'abord, quand j'ai dit qu'il fallait travailler, oui, bien sûr, on n'a pas commencé le jour où on a servi la restauration collective. Travailler, c'est qu'il avait fallu se déplacer et aller au-devant des gens. Le département avait ce projet-là, mais encore fallait-il en face qu'il y ait des interlocuteurs pour dire c'est possible. Voilà, le gros du travail, il était là. Après, pour répondre à la question, au niveau du professionnalisme, on était professionnel avant aussi, mais disons que c'est une approche différente dans le sens où on a été obligé de travailler différemment et surtout, pour l'exemple précis des pommes, c'est-à-dire
dans une caisse, on ne pouvait pas mettre des pommes de 200 grammes et des pommes de 100 grammes. Donc voilà, la difficulté, elle a été là. Il a fallu vraiment, pour nous, ça a été l'investissement dans un outil qui permette de séparer bien précisément les fruits. Et après, aussi, à un moment donné, c'est un marché particulier dans le sens où, quand on s'engage, derrière, la collectivité, elle a besoin de ce produit-là. Et souvent, elle n'a pas trop de place pour le stocker. Donc, vous engagez à livrer le jeudi, il faut livrer le jeudi ou éventuellement le mercredi. Mais il n'y a pas de latitude. Les menus sont planifiés et les livraisons, elles doivent être précises aussi. Donc, voilà, on a dû monter d'un cran et aussi respecter, c'est-à-dire, à un moment donné, quand on signe, même si c'est sur Internet et que c'est virtuel, on signe un contrat pour une livraison, donc il faut l'honorer. Voilà, comme dans tout commerce, le client passe avant tout, mais encore plus, je crois, à ce niveau-là, parce que derrière, ce n'est pas qu'un ménage, c'est toute une collectivité qui attend. On sent dans vos propos, je dirais, tout le travail, toute l'expertise qu'il faut quand même pour travailler avec cette restauration collective. Alors, une question pour Madame Pauline Ricard, peut-être. Finalement, comment les agriculteurs peuvent connaître aussi bien que Hervé Larguier les besoins en termes d'approvisionnement, de produits, de conditions logistiques? Qu'est-ce que vous faites au niveau du département pour favoriser ce genre d'échange? Alors cette question tombe bien parce que justement j'allais compléter le propos d'Hervé Larguier. En fait, c'est une rencontre, quand on parle du travail qu'il y a à faire, c'est ce travail-là d'interconnaissance entre les deux mondes. Et c'est le travail qu'on a développé sur le département de Vaucluse, comment ces deux mondes peuvent se parler, discuter, connaître les contraintes de chacun. Et c'est pour ça que chaque année, on fait un événement qui s'appelle le Forum AgriLocal 84, où on invite donc l'ensemble des restaurations collectives inscrites sur AgriLocal et l'ensemble des fournisseurs. Donc il y a une petite présentation de ce qui s'est passé dans l'année avec des chiffres clés. Et ensuite, on l'a vu tout à l'heure, il y a un speed dating qui est organisé entre les acheteurs et les fournisseurs. Et ce moment-là, ce moment de partage, de discussion, permet de recaler un peu la relation et de mieux se connaître. Hervé, toi, tu y participes chaque année. Donc c'est un moment qui est très important, qui est plébiscité. Ça fait plus de 6 ans qu'on le fait. Et qu'on, je pense, continuera à le refaire. Une question qu'on a souvent de la part des agriculteurs qui veulent travailler avec la restauration collective, c'est à partir de quel volume je peux intéresser une restauration collective? Alors, ça dépend, je vous dirais, de la restauration collective. Aujourd'hui, dans le Vaucluse, la moyenne à peu près des restaurations collectives, c'est 400, 500 peut-être convives. Pour les pommes, par exemple, pour les enfants, c'est 100 grammes la portion. Donc, on peut s'imaginer à peu près 50 kilos en moyenne pour une livraison de pommes par semaine. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des gros volumes. C'est pour ça qu'il faut discuter avec les restaurations collectives, mettre en place peut-être aussi des marchés à bon de commande qui permettent d'avoir un engagement sur une plus longue période avec des livraisons régulières, mais au moins l'agriculteur sait qu'on va pouvoir lui prendre une certaine quantité de produits et ça devient intéressant pour lui, même s'il est obligé de livrer une fois par semaine. Donc j'entends que finalement beaucoup d'agriculteurs peuvent accéder à ces marchés-là, quelle que soit la taille de l'exploitation, avec des engagements avec les collectivités qui seront différents. Malgré tout, j'entends aussi un besoin de se former, d'acquérir de la connaissance. Et ce que disait Céline Cardinal, c'est qu'un certain nombre d'outils ou de formations sont disponibles pour acquérir cette professionnalisation. Et je reçois une question là qui vient d'un agriculteur qui dit, donc c'est pour vous, Monsieur Galtier, il y a des plateformes qui existent. Comment, moi, agriculteur indépendant, je peux rentrer dans une plateforme pour effectivement aller sur ce marché-là? Alors, c'est vrai que ces plateformes ont déjà, je pense, une organisation. Le plus simple, c'est de les appeler et voir de quelle manière l'agriculteur peut travailler avec ces plateformes. C'est vrai que c'est complexe parce que certaines plateformes ont 15, entre 10 et 15 ans d'existence, donc elles ont déjà aussi une organisation, des producteurs déjà engagés, mais d'un point de vue géographique, ça peut être intéressant. Je prends l'exemple
concrètement de Goûter au 13 qui a répondu à des marchés publics sur une commune. On a mis en avant d'abord les agriculteurs locaux, donc de la commune. Donc peut-être que cet agriculteur pourrait être concerné à l'avenir par ce genre de situation-là. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher, des plateformes, mais également des chambres d'agriculture qui pilotent 3 plateformes dans la région. Donc c'est vraiment le contact et pas hésiter surtout à se rapprocher rapidement des interlocuteurs. D'accord, donc des coordonnées qui seront communiquées et qu'on pourra revoir sur le diaporama. Peut-être que vous avez déjà autour de la table des questions à vous poser entre vous. Sinon, je repasse la parole à Céline. Oui, non, bon. Oui, on va continuer, mais on a encore quelques sujets à aborder, et, sans être trop pressé par le temps, mais quand même. Donc, je vais à nouveau donner la parole à Grégory, parce que je lui ai demandé d'intervenir sur l'expérience de la halle plan de campagne. Parce que, en fait, une halle, qu'est-ce que c'est finalement? Et quelle est la différence avec un marché? Puisque c'est un nouveau format qu'on voit apparaître, mais quelle est la différence avec un marché de producteurs habituel? Alors, la halle de plan de campagne existe depuis plus de 10 ans, alors je vais te dire 12, si je ne me trompe pas trop. Donc, le but de cette halle, au tout départ, c'est de rapprocher le consommateur et le producteur. Alors, ça paraît étonnant, mais dans certains secteurs de notre département, c'est important de le faire. Et sous une thématique un peu particulière, parce que la halle, là, pour le coup, elle est pour nous importante. Donc physiquement, c'est un chapiteau et dessous, vous avez des producteurs qui vendent en demi-gros. Donc donner aussi la possibilité à des ménages d'accéder à des produits de qualité à un prix intéressant. Alors le consommateur s'y retrouve, mais aussi l'agriculteur. Et la notion de demi-gros est importante parce qu'elle permet de jouer sur le prix. Donc ça génère un certain nombre de tonnages et c'est important pour un marché classique, parce qu'on a souvent l'habitude de gros volumes quand on parle de marché de gros. Là, 1000 tonnes de produits vendus sur 6 mois, ça reste quand même important pour les producteurs qui sont engagés. Et plus de 900 000 visiteurs, 90 000, pardon, j'ai rajouté un zéro, 90 000 visiteurs, c'est aussi important et ça permet aussi de redorer un peu le blason, et les producteurs qui participent à ce genre d'initiative sont souvent sur une double typologie. Donc on a souvent des tout petits producteurs, mais aussi des producteurs qui sont sur des exploitations beaucoup plus importantes, qui avaient l'habitude d'aller sur les mines. Et là, ils ont un lien beaucoup plus direct avec les consommateurs. Et ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure. On renoue un peu de lien et on a encore plus de satisfaction dans son métier. Venir, s'il te plaît, pour donner un complément à Solar où je participe, quoi. Il ne faut pas faire peur aux consommateurs. Ce n'est pas une halle de gros où les consommateurs achètent une palette de tomates. Hein. C'est du demi-gros quand même. C'est important de le souligner. Alors, on a toujours tendance à prendre ce terme-là. Et tu fais bien de l'évoquer parce que ça a pu, dans le passé, peut-être porter tort à la halle. Non, ça reste du demi-gros light. Alors, il est certain que vous ne pouvez pas acheter la salade à l'unité, mais c'est un minimum de 3 salades, donc ça reste quand même accessible. Après, il faut pouvoir les consommer, mais on s'aperçoit au retour des consommateurs que le produit, il est tellement frais que la salade, vous pouvez la garder suffisamment longtemps. Et ces 3 salades-là, elles seront consommées sans trop de soucis. Donc, il y a la notion de fraîcheur qui a été évoquée dans les vidéos. Là, c'est pareil. La fraîcheur, elle est au rendez-vous et c'est important pour les consommateurs et aussi pour les agriculteurs. Donc je reprends la parole, mais juste pour vous la remettre, parce que la particularité cette année à la halle plan de campagne, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure quand on parlait de drive fermier, c'est que en parallèle de cette halle, vous avez proposé aux producteurs qui participaient à cette halle un drive fermier. Alors comment ça s'est mis en place? Quelle conclusion vous en tirez? Quel avenir pour ce drive?
Alors, les 2 halles sont pilotées par la métropole Aix-Marseille-Provence, donc financièrement avec le concours de la Chambre d'agriculture. C'est important de l'évoquer parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ces 2 halles, elles sont vues, elles sont reconnues. Et quand on s'est retrouvé pendant le confinement et à 2 ou 3 jours de l'ouverture, il fallait vite trouver une solution. Et la solution de Drive a été identifiée. Alors, ça a été très compliqué d'un point de vue mobilisation agricole, parce qu'on passe d'un mode classique, physique, où on ne se pose pas trop de soucis, où là, il faut s'approprier un outil de back-office, où il faut le gérer, il faut répondre à la demande, être présent. Donc, on chamboule les choses du jour au lendemain quasiment. Mais finalement, on a une dizaine de producteurs qui ont voulu jouer le jeu. Donc, on n'a pas imposé à la totalité des producteurs parce qu'on savait que certains étaient en capacité de le faire logistiquement ou par envie. Donc, on est parti sur une petite dizaine de producteurs. Et la logistique, donc on s'est imposé un maximum de 120 paniers. Pourquoi? Parce qu'on avait un lieu qui ne pouvait accueillir pas plus de 120 personnes à un instant T. Donc, c'était particulièrement difficile. Alors, je sais qu'il y a certains producteurs qui voulaient aller beaucoup plus loin, d'autres qui étaient plutôt sur la réserve. Mais ça nous a permis de lancer un événement, de montrer aussi aux consommateurs qu'il y avait une nouvelle façon de consommer et de réserver, et même aux producteurs qui n'avaient pas l'habitude. On entend parler de Drive, mais qu'est-ce que ça veut dire au final en termes d'investissement personnel, de packaging, d'organisation. Donc on a eu la chance d'une précédente expérience de pouvoir l'enclencher très rapidement, mais très chronophage en temps pour la chambre. Donc aussi bien pour celle de plan de campagne que pour celle de la Barasse qui, je vais dire, humainement plus accessible parce qu'on a une dizaine de producteurs, un démarrage, donc beaucoup moins d'ambition derrière parce qu'on est sur un début d'ouverture, mais malgré tout, une clientèle qui devait être informée. Donc ce drive-là a perduré pendant quasiment toute la période, mais c'est vrai qu'après, avec l'habitude de venir physiquement faire ses courses, les gens petit à petit sont revenus un peu sur le mode classique, et c'est un peu ce qu'a relevé Anne Pitt tout à l'heure, c'est qu'il y a eu ce fonctionnement pendant le confinement, mais petit à petit on revient sur un fonctionnement habituel, mais on a toujours à l'esprit qu'il y a possibilité. On a eu, nous, des retours de la zone de plan de campagne, qui est quand même une grosse zone commerciale. Et le directeur nous disait, mais les gens viennent autant, mais ils restent pas longtemps, mais ils achètent plus. Donc les achats ont un peu évolué, mais c'était important d'avoir ce retour-là aussi sur d'autres produits. On est bien d'accord. Là, on parle de fruits et légumes frais, donc un peu atypique, mais c'est vrai que ce confinement nous a obligés à revoir totalement les choses pour nous, chambres, mais surtout aussi pour les producteurs. Donc le drive a été une bonne solution de démarrage pour nous. Alors, on a peut-être quelques questions. Voilà. Je laisse la parole à Olivier. Oui, donc dans ce que vous avez présenté, Grégory, le caractère innovant, il est à la fois dans la modalité de commercialisation, le demi-gros, avec la rapidité de la vente. Finalement, en 2 heures, on va passer des quantités importantes de marchandises. C'est ce que disait aussi André Seri. Ce qui est important aussi, c'est le travail avec une collectivité. Ce que vous avez dit, ça veut dire que s'il n'y avait pas la collectivité, ça ne se serait pas fait. D'une part parce qu'elle soutient financièrement, mais surtout elle porte aussi avec vous le projet. En l'occurrence, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence. Ça pourrait être une commune dans un marché du soir des producteurs dans le Vaucluse, par exemple. Donc, la question que j'avais à vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous pensez qu'on doit s'appuyer sur ces marchés physiques, que ce soit des halles ou des marchés de producteurs plus classiques, pour essayer de développer justement des solutions de drive en lien avec les collectivités? Est-ce que c'est le bon support? Est-ce que ces 2 modalités sont complémentaires? Est-ce qu'il faut travailler là-dessus pour développer justement nos drives en Provence? Alors, l'expérience qu'on a eue sur plan de campagne, comme ça, je vous dirais non. Mais quand même. Alors, non, parce que gérer sur un même lieu des véhicules, des personnes, des piétons, c'est un petit peu compliqué. Oui, parce qu'on a un flux de produits, c'est-à-dire on se sert du déplacement de la denrée et du déplacement de l'agriculteur. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut permettre à l'agriculteur, sur un trajet, de pouvoir accéder à 2 types
de circuits de distribution. Et c'est peut-être là où, avec le Pays d'Aix notamment, où on essaye de réfléchir. Donc il y a des projets en cours sur la zone de plan de campagne. On veut rester, et les producteurs s'y attachent. Et je les comprends parce que, on l'a évoqué, le lieu reste un acteur et un facteur prédominant dans la réussite. Donc on veut rester sur la zone de plan de campagne, mais il y a aussi une concurrence. Donc il faut impérativement se réorganiser, profiter de ces flux routiers, autoroutiers qui sont déjà gérés et finalement arriver à gérer un deuxième circuit. Donc il y a des projets en route. Il faut s'appuyer, mais peut-être différemment. Ça reste quand même atypique. L'expérience de plan de campagne, on ne peut pas la dupliquer comme ça. L'expérience de la Barasse, peut-être. On est sur des tailles beaucoup plus humaines. Des zones de plan de campagne, il n'y en a pas tant que ça en France. Donc ça reste quand même particulier. Et juste, je voulais rajouter quelque chose. Ce plan de campagne, bon, ça fait 12 ans, ça a pu se faire grâce à l'engagement fort de la collectivité, donc c'est le Pays d'Aix. Et sans ça, je pense qu'on n'aurait jamais réussi parce que le projet de départ, c'était Aix-en-Provence. On n'a pas pu, mais des relations politiques qu'il y avait pu avoir dans le passé et actuel, on a pu s'implanter dans le plan de campagne. Si demain, un collectif d'agriculteurs souhaite s'implanter dans la zone de plan de campagne à ses frais, ou en tout cas sans plus d'engagement, c'est pas possible. Donc il faut reconnaître aussi que l'engagement de départ, il est plus qu'important. Je peux poser encore une question, Céline. Donc j'ai envie de poser un peu la même question en direct de nos fermes, Guillaume, ou qui pourra être complété par Hervé ou Michel Thor. Donc en direct de nos fermes, des distributeurs automatiques, est-ce qu'on doit s'appuyer là-dessus aussi pour mettre en place des drives? Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est concurrent? On peut s'appuyer sur les systèmes de distributeurs automatiques qui permettent d'avoir une large plage horaire pour distribuer les commandes qui sont faites sur Internet, puisque la machine est là et elle fonctionne toute seule 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça permet de répondre à une demande d'une clientèle qui ne pourrait pas accéder aux horaires de plan de campagne ou aux horaires de marché pour récupérer ses produits. Après, ça a un coût important, un distributeur, donc il faut quand même bien réfléchir à cela. Et moi, je pense qu'il faut compléter avec des points relais qui peuvent être sur d'autres systèmes, qui peuvent être chez des commerçants, chez des agriculteurs. Enfin, on peut imaginer toute une série de points relais pour être au plus près en fait, du client et au plus près de chez lui. On s'est rendu compte en faisant des études que le client voudrait avoir en fait la livraison au plus près de chez lui, au bas de sa rue, et voilà. Donc on peut imaginer, comme il était imaginé autrefois la Redoute, qui avait mis des points relais partout. C'est un peu ça l'attente aujourd'hui du consommateur, c'est d'avoir des points relais un peu partout pour ces drives fermiers, et dont le distributeur peut faire partie de cette opportunité-là. Donc, je vais reprendre la parole pour interroger Monsieur Noé, un responsable de la communication à Vinci Autoroute, qui est là un petit peu en tant qu'entreprise privée, mais un peu loin de l'agriculture, a priori. Et là, on vous a présenté tout ce qu'on pouvait imaginer et faire au niveau agricole. Et donc, vous avez tenté avec nous, Chambre d'agriculture, et avec En direct de nos fermes, quelques essais. Et voilà, je souhaitais que vous puissiez témoigner et nous donner un petit peu l'avenir de ce type de partenariat. Merci pour votre invitation déjà. Et effectivement, je suis peut-être le seul à ne pas avoir la main verte ici, mais vous allez voir que ce n'est pas une raison pour ne pas travailler ensemble. Effectivement, mon premier métier, c'est surtout la sécurité routière. Et tout est parti de là, en fait. Et effectivement, on a eu un premier contact par personne interposée. Cette personne a intégré mon équipe, j'en suis ravi. Il se trouve que pour favoriser l'arrêt sur nos aires, on a besoin de diversifier les produits et les services qui y sont proposés. On a besoin, pour favoriser cet arrêt, de différencier chaque aire par rapport à la précédente et par rapport à celle qui suit. On a besoin de proposer de l'authenticité sur chacune de nos aires. Pour tous ceux qui fréquentent l'autoroute, et je sais que André Bernard est un de nos tout premiers clients dans la région, vous savez que
les enseignes sont nombreuses. On a des enseignes internationales, des enseignes nationales et de plus en plus d'enseignes régionales. Mais nos clients en veulent plus de la variété. Ils veulent aussi du produit local, ils veulent de l'expérience sensorielle extraordinaire. Avant, on se disait, pour manger sur une aire d'autoroute, c'est qu'il faut vraiment être obligé. Eh bien, aujourd'hui et demain, il faut que ça soit complètement différent. Il faut qu'on s'arrête parce qu'on en a envie. Et vous êtes là pour nous aider, figurez-vous. Donc, vous êtes des acteurs de la sécurité routière. Vous participez de plus en plus à favoriser cet arrêt salvateur pour combattre l'ennemi numéro 1 qui s'appelle l'hypovigilance, merci Guillaume, sur l'autoroute. Donc ce préambule étant fait, pourquoi on travaille ensemble? Eh bien justement parce qu'il y a une énergie extraordinaire sur ces territoires. Il y a cette fameuse autoroute, ok, mais il y a des autoroutes sur beaucoup de territoires. Mais il se trouve que la richesse du territoire, eh bien vous en êtes les gardiens. Ce dynamisme des paysages, des territoires, des savoir-faire agricoles doit être porté sur l'autoroute à la connaissance des utilisateurs de l'autoroute, de nos clients. Et donc si on a décidé de tester ce fameux drive fermier sur l'aire préférée d'André Bernard, à Morières-les-Avignons, c'est aussi parce qu'on en avait l'opportunité. On l'a testé pendant quelques mois. Je trouve que ça a rencontré un certain succès chez nos clients. Ça a été plébiscité. On a des tas de vidéos que je vous confierai pour votre site internet qui prouvent que nos clients sont non seulement surpris, mais satisfaits de la démarche et des produits, surtout. On développe aussi des marchés en saison, même surtout en avant-saison, pour être précis. C'est là qu'ils fonctionnent le mieux, au printemps, sur nos aires. Il se trouve que l'appétence de nos clients pour ces produits nous a conforté dans l'idée de proposer vos produits de plus en plus, même dans les formules de restauration qui sont proposées sur les aires. Donc, de la terre à l'assiette, moi j'y crois. On est nombreux à y croire sur l'autoroute. Les produits qui sont cultivés autour des aires d'autoroute doivent trouver des débouchés auprès de nos clients, soit en achat direct, soit en produits transformés. Ça fait quand même partie du circuit court, ces produits transformés sur place. Donc cette expérience à Morières nous conforte dans le fait que ces initiatives ont vocation à faire des petits partout où il y a des aires d'autoroute sur le territoire national. Il se trouve que ça date de quelques jours, mais l'initiative a fait des petits sur une autoroute, sur l'A28, quelque part en Touraine. Nos collègues plus au nord ont récupéré cette initiative et ont fait une adaptation locale et ça a l'air de fonctionner. Donc ça prouve que ça peut vraiment faire des émules un peu partout et que cette initiative, à mon sens, répond à une demande de nos clients, à une demande des sociétés d'autoroute, profitez-en, à une demande aussi des enseignes qui sont présentes sur l'autoroute. Et si elle répond à un besoin des agriculteurs, moi j'ai envie de dire champomis. Je n'ai pas le droit de prononcer de produits alcoolisés, alors je dis champomis. Vous avez certainement des questions, je vous connais. Oui, j'en avais, mais vous avez répondu à peu près à toutes les questions que je me posais. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on n'aurait pas parié vous avoir autour de la table pour Medagri. Donc voilà, donc vous y êtes et vous êtes complètement dans le sujet. Je pense que la population agricole est extrêmement ravie de participer à la sécurité routière. Enfin, je pense que ceux qui sont là ne me diront pas le contraire. Ils vous demanderont aussi, par contre, si vous avez une vocation à continuer à amplifier aussi cette démarche, parce qu'ils souhaitent aussi vendre des produits et le développer. Donc il y a cette expérience, effectivement, je dirais assez formidable sur l'aire d'autoroute, sur le Vaucluse. Vous avez parlé de l'aire A28. Je ne sais pas si André Bernard la connaît. Voilà. Est-ce que globalement, vous avez évoqué ça, mais est-ce que plus sérieusement, ce sont des projets qui vont s'amplifier au niveau national ou on restera toujours sur
des expériences pilotes qu'on mettra en avant et qui feront de la communication, je dirais, pour Vinci? Je vais tuer le suspense. Hein. Ce n'est pas une opération de com, c'est vraiment une lame de fond. Et tant qu'on trouvera des acteurs, des interlocuteurs aussi dynamiques que vous sur l'ensemble des territoires que l'on a l'honneur de desservir au quotidien, on va déployer tout ça. On a été, voilà pour la petite histoire, hein, on y croit tellement que c'est nous qui avons acheté le matériel, les casiers, pour pouvoir avancer, mais dans une démarche de long terme. Hein. C'est pas vraiment un coup pour un été, c'est pas un coup d'un soir. Non, non. On y va, on y croit. Et on y croit d'autant plus qu'on a été capable de démontrer à nos partenaires historiques, hein, les pétroliers, les restaurateurs, qu'un client qui s'arrête pour récupérer sa commande est un client qui va s'arrêter régulièrement et qui va potentiellement consommer sur son aire, hein, qui peut faire son plein, qui peut acheter son burger préféré s'il en a envie. Ce n'est pas du tout incompatible avec la démarche. Et puisque vous alliez me poser la question, je vous réponds. On a une clientèle, c'est surprenant, je sais que je vais vous surprendre. On a une clientèle qui est dingue de vos produits, ce sont les routiers. Les routiers qui sont un certain nombre à rouler sur l'autoroute, vous le savez. Sur certaines aires, ce sont plusieurs centaines de routiers qui s'arrêtent passer la nuit. Eux, ils en ont marre de la restauration traditionnelle qu'on trouve sur les autoroutes. Et quand on leur propose un panier ou des produits frais, ou même à transformer un petit peu, parce qu'ils sont équipés, souvent ils ont des petits réchauds, je peux vous dire que la merguez de Morières, ils l'adorent. Et je peux vous dire que les pommes de monsieur, ils en sont fans aussi. Je pense que c'est une clientèle qui mérite d'être travaillée et vous êtes les mieux placés pour le faire, partout en France. Merci. Donc j'entends effectivement que tout ce qui est fait avec Vinci, c'est plus qu'un coup de com', hein, je l'ai bien entendu. C'est une réelle opportunité nouvelle pour les agriculteurs. Et j'ai bien aimé aussi vos propos quant à la richesse du territoire qui va être partagée, en tout cas ce lien entre le territoire et finalement les usagers de l'autoroute. Je crois aussi que les habitants du territoire peuvent rentrer sur l'autoroute sans forcément l'emprunter. Est-ce qu'on a beaucoup de clients, par exemple sur l'aire de Morières, qui vont faire leurs achats aux distributeurs, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut essayer d'amplifier? Alors effectivement, toutes les aires ne sont pas prévues pour être ouvertes sur l'extérieur. Néanmoins, il y a toujours un accès piéton, donc c'est toujours faisable. En revanche, moi je crois beaucoup au cabotage, c'est-à-dire aux gens qui font du domicile-travail, qui passent devant les aires en question, c'est le Morières tous les jours, sans avoir besoin de s'arrêter traditionnellement, puisqu'ils partent de chez eux, ils vont travailler, ils sont peut-être à 20 minutes, une demi-heure, 1 heure de route. Dans ce laps de temps, à l'heure de pointe, on n'a pas forcément le temps de s'arrêter ou on ne le prend pas. Mais si on a une bonne raison de le faire, alors on va ramener cette nouvelle clientèle sur l'aire en question et on va fidéliser une nouvelle clientèle. Après, si on a demain un réseau, on pourra encore plus facilement, un réseau, j'entends, de distribution un petit peu plus large sur l'ensemble du réseau autoroutier, on va d'autant plus facilement en faire la promotion. On le fait déjà, hein, on a une intense communication, mais elle est plutôt régionale. Si on le fait, si on a un large réseau à promouvoir, on va pouvoir aussi capter une clientèle extérieure, pourquoi pas. On arrive à la fin des témoignages qui étaient prévus. Alors, s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Je compléterai aussi cette intervention en disant que avec l'association Bienvenue à la ferme, on travaille sur une identification Bienvenue à la ferme qui sera visible sur l'autoroute et sur les magasins où seront les adhérents Bienvenue à la ferme. Et il se trouve qu'un direct de nos fermes est adhérent Bienvenue à la ferme et que donc la petite fleur est présente sur l'autoroute. Ça me donne l'occasion de donner la parole au président de Bienvenue à la ferme Vaucluse pour parler de la marque et un petit peu des nouveautés qui arrivent sur le réseau. Donc, André Seri, quelle nouveauté pour Bienvenue à la ferme? Ben oui, tout d'abord, Bienvenue à la ferme, c'est un réseau national où il y a quand même 8000 adhérents. On en a 150 dans Vaucluse. Et on a quatre disons, spots. On a produits fermiers, restauration, loisirs et séjours.
Puis dans les loisirs, quand même, il y a les fermes découvertes, fermes pédagogiques et fermes équestres. Dans les séjours, il y aura une innovation qui va être mise en place en 2021, c'est la réservation en ligne. Ça, c'est une bonne chose, parce que c'était attendu par nos adhérents. Après, on va avoir des magasins affiliés qui vont rentrer dans le réseau Bienvenue à la ferme, où il y aura une obligation de 50% de ventes qui seront présentes par Bienvenue à la ferme, seront vendues dans ces magasins affiliés. Ce sera des GoPro, quoi, voilà. Après, je veux rebondir. C'est vrai que la Petite Fleur, c'est la première fois qu'ils sont sur l'autoroute. Ce sera une bonne pub pour nous. Quand les vacanciers descendront dans le sud, ils pourront voir à Morières la Petite Fleur et s'arrêter et manger, pourquoi pas, la merguez, quoi. Oui. Aussi, bon, maintenant, je vais remercier tous les intervenants pour la richesse des échanges. Tout cela, ça va se retrouver, disons, en replay. Ça, c'est une bonne chose quand vous aurez manqué quelque chose ou des slides n'auront pas passé, ben, vous retrouverez tout ça en ligne. Et après, bon, ben, voilà, je vous remercie. Et peut-être que le président de la Chambre régionale va conclure. Non? Si, André. Merci André pour tes propos et encore une fois merci à toute l'équipe. Alors effectivement, je crois que en voyant la Petite Fleur, je dis, mais ça c'est une des réalisations en Chambre d'agriculture. Le salon Teken Bio, c'est les chambres d'agriculture. Medadri, c'est la Chambre régionale. Bien d'autres produits comme Mes Parcelles que connaissent bien les agriculteurs. GoPro qui est, pas GoPro, le magasin GoPro, mais ProAgri qui est la marque de service aux agriculteurs. Teralto qui est la marque de service aux collectivités. Tout ça, c'est des produits qui sont issus du groupe Chambre d'agriculture. Le groupe Chambre d'agriculture, c'est 8000 collaborateurs, c'est 4300 élus, c'est 700 millions de budget. Voilà ce que nous sommes. Et je crois que, au-delà du nombre et des chiffres que je viens de citer, c'est surtout une organisation qui est forte de ces hommes et de ces femmes avec ses cerveaux. Et ces chambres d'agriculture, on a mis en place, on a plusieurs missions. On doit accompagner les agriculteurs, répondre aux attentes de la société, répondre à la dynamique des territoires. Parce qu'effectivement, on a cette mission d'interface avec les services de l'État et avec les collectivités pour arriver à ce qu'il y ait plus de richesses qui soient créées, plus de services qui soient apportés et plus de dynamique. Et pour mettre tout ça en mouvement, on a travaillé depuis l'année dernière, puisque les élections ont eu lieu, on est en place depuis début 2019. On a travaillé, même si la crise de Covid est venue un peu nous perturber, dans la mise en place d'un plan stratégique qui est composé de 16 DAS. Il y en a au moins 2 qui ressortent aujourd'hui après-midi dans cette action. C'est effectivement le DAS 11 sur les circuits courts, et je crois que André, Céline, vous avez travaillé là-dessus, merci pour le travail. Et le DAS 9 qui est la création de filières et le multipartenariat. Monsieur Noé, vous venez d'expliquer effectivement que vous êtes partenaire d'un projet comme ça, pour la dynamique sur les territoires. Bon, alors vous n'êtes pas une collectivité, vous êtes une grande entreprise qui rayonne sur une grosse partie du territoire. J'étais la semaine dernière en Haute-Loire, Puy-de-Dôme, pardon, et j'ai parlé de ce projet-là, et mon collègue a dit qu'il allait voir avec vos homologues de la région. Je sais que la Chambre d'agriculture de la Drôme est venue ici pour voir, et je pense que ça va aussi s'enclencher. Et je pense qu'on va pouvoir étendre aussi partout où effectivement il y aura un groupe. Alors, je pense que pour que ça aboutisse, il faut d'abord qu'il y ait une volonté des hommes, c'est toujours pareil, mais qu'il y ait aussi probablement les plusieurs débouchés. Le débouché de la restauration collective, le débouché des casiers, des drives et l'autoroute. Parce que si on devait faire une réalisation que pour un, peut-être qu'on n'y arriverait pas. Par contre, en agglomérant plusieurs débouchés, et moi je suis convaincu que demain, le consommateur qui fait du cabotage, il fera sa commande et puis le soir, il va récupérer son colis. C'est ça, c'est le service, c'est la dynamique, permettre au produit local d'avoir une valeur ajoutée pour que tout le monde s'y retrouve. Et donc, je pense que quand je vois la somme des sujets qui ont été évoqués après-midi par des gens qui sont les acteurs, parce que moi, je vois ça de loin maintenant, ne vous inquiétez pas, j'ai gardé les pieds dans la terre, mais malheureusement, je ne suis plus un acteur de tous ces trucs-là. Je me dis qu'il y a énormément de choses à maîtriser, à maîtriser, c'est le cas de dire, et que les technologies modernes peuvent nous permettre, parce qu'effectivement,
il y a quelques années en arrière, ce n'était pas imaginable. Et qu'effectivement, le numérique, et pourtant moi je suis quelqu'un qui est réticent à ce truc-là, c'est un outil formidable si on sait s'en servir du bon côté et qu'on sait s'entourer de partenaires et de gens qui veulent travailler ensemble. Donc, encore une fois, merci à toute l'équipe de la Chambre d'agriculture, à toute l'équipe d'En Direct de nos fermes, à tous les partenaires qui accompagnent cette belle aventure. Et merci aujourd'hui et rendez-vous pour dans 2 ans, j'espère, sorti de cette crise de Covid, qui nous aura aussi appris et montré, ou appris, je ne sais pas dans quel ordre on le prend, qu'effectivement, il faut savoir réagir vite pour répondre aux attentes de la société, répondre aux attentes des agriculteurs. Tu as parlé de pommes tout à l'heure, si tu n'avais pas trouvé le marché, ben, il s'était un peu coincé, quoi, hein. On a bien vu qu'il a fallu réagir, donc c'est cette réactivité qu'on doit avoir en permanence et qui nous permet d'avancer, de gagner. Alors merci à tous et à bientôt.